Mesdames et messieurs les académiciens, la croissance du rachis a commencé en 1978 quand, nommé agrégé, j'ai été convoqué à Paris par le professeur Dubousset, très effervescent, qui m'a dit « Il faut que tu t'occupes de la croissance du rachis ». Cette aventure continue aujourd'hui car à travers le professeur Bonnel à Montpellier, le professeur Canavez aujourd'hui à Clermont-Ferrand et le futur professeur Philippe Charles à Strasbourg, il continue cette aventure scientifique qui maintenant porte sur plusieurs années. Donc autant dire qu'en quelques minutes, il m'est difficile de vous synthétiser toute l'histoire de cette croissance du rachis. Faut-il vous dire que la croissance détient, bien entendu, en orthopédie pédiatrique, les vérités premières. Et avant de vous parler de la croissance normale, je voudrais vous montrer les effets dommageables de la croissance anormale. Scoliose majeure, installée depuis l'âge de 2 ans, scoliose grave, déficit de taille, assise, rétraction du thorax, insuffisance pulmonaire. Ou encore ce cas avec une croissance normale des membres inférieurs, scoliose infantile, maladie qui va durer toute la vie, rétraction du thorax, insuffisance respiratoire, et en fin de croissance, cette jeune fille pèse 22 kg, ce qui correspond au poids d'un enfant de 6 ans à 7 ans, avec un déficit de taille assise de 25 cm. Ou encore cet enfant opéré d'une tumeur médulaire à l'âge de 1 an avec une laminectomie, avec une scoliose majeure qui s'est développée autour de la laminectomie, cette rétraction du thorax, cette insuffisance respiratoire, et surtout, comme vous pouvez le voir sur le scanner, cette incarcération de la vertèbre dans le thorax, très bien étudiée par Jean Dubousset, qui écrase le poumon et qui contribue à l'insuffisance respiratoire. Voilà un autre méfait d'une croissance anormale, scoliose congénitale, gibbosité majeure. La maladie se poursuit jusqu'à la maturation squelettique. Qu'en sera-t-il à l'âge adulte avec une capacité vitale de 30%? Ce que l'on sait de la croissance du rachis, c'est que le thorax est au cœur du problème. Il fait le lien entre le rachis et le poumon. Que la croissance du thorax, du rachis et du poumon sont imbriquées, que les côtes, le rachis influencent le développement pulmonaire. L'effet Villebrequin est un effet déterminant dans les scolioses de l'enfant. Il a été décrit par Jean Dubousset. On ne peut contrôler une courbure dans un rachis en croissance que si l'on contrôle tous les cartilages de croissance. Car le rachis est composé de 130 cartilages de croissance qui travaillent tous de façon purement synchronisée, qui ont toute la même structure histologique, mais qui ont des vitesses totalement différentes, aussi bien dans le rachis thoracique que dans le rachis cervical ou lombaire. Ces cartilages de croissance sont interdépendants et la moindre atteinte d'un ou de 2 ou de 3 cartilages de croissance compromet complètement l'édifice rachidien et peut créer des déformations extrêmement graves. De même, la croissance n'est pas linéaire, elle est composée de changements de rythme. Par exemple, les 5 premières années de la vie sont des années cruciales, la croissance est très forte, puis il y a un ralentissement de la croissance du rachis après 5 ans avant d'avoir un rebond à la puberté. Tous les paramètres ne progressent pas de la même façon. Le volume thoracique, la taille debout, la taille assise, le volume du thorax, le poids, ces paramètres progressent à leur propre rythme, mais là aussi, ils sont parfaitement interdépendants. Le thorax, finalement, ce lien entre le poumon et le rachis, est la 4e dimension du rachis. Et contrôler la croissance du rachis, c'est maîtriser la longueur, maîtriser la souplesse du rachis, préserver la croissance du thorax de toutes les déformations et sauver le poumon dans son développement. L'ossification commence très tôt. Elle commence au 3e mois de la vie intra-utérine. La maquette cartilagineuse va s'ossifier pendant 17 ans. On voit que l'ossification commence ici dans la région thoracique, puis elle va se prolonger dans le rachis cervical encore très cartilagineux
et va se poursuivre ensuite dans la région lombaire. Processus lent, processus continu, avec des changements morphologiques importants. Comme vous le voyez, le corps vertébral évolue. Au 3e mois de la vie intra-utérine, le noyau vertébral ressemble à une lentille. Puis il devient ovoïde et à l'âge de 7-8 ans, il devient rectangulaire, avec à la partie supérieure, dans l'intimité histologique ici, une plaque de croissance et à la partie inférieure, une seconde plaque de croissance. Mais il faut assurer aussi la croissance en rotation. Et vous voyez ici le cartilage neurocentral qui est bipolaire puisqu'il travaille à l'ossification de l'arc postérieur du rachis et il travaille aussi à la constitution de l'ossification du corps vertébral. Dualité très intéressante car tous les chirurgiens de la scoliose ont été intéressés par ce cartilage neurocentral au point de mettre des vis dans ce cartilage neurocentral pour créer de façon expérimentale des scolioses. Il faut saluer ici le travail de l'école de Bordeaux, de Vital et de Veriquisting en Espagne sur ce cartilage neurocentral. Ce que l'on sait, c'est qu'il se ferme à l'âge de 10 ans et qu'il se ferme en fermeture éclair, c'est-à-dire qu'il ne se ferme pas de façon simultanée. Il commence à se fermer dans la région inférieure avant de se fermer dans la région cervicale. Là aussi, la croissance du canal médulaire est intéressante à analyser, car vous voyez, à l'âge de 5 ans, le canal médulaire a fait pratiquement le plein de sa dimension. Il a atteint 95% de sa taille définitive initiale. Il faut donc faire avec tous ces paramètres, les comprendre pour adapter la stratégie. L'ossification à la naissance est seulement de 30%. La croissance est un changement de proportion. Par exemple, la colonne vertébrale représente, la taille assise représente 75% de la taille debout à la naissance. Elle ne représentera que 52% à la fin de la croissance. La croissance est un changement volumétrique, comme vous le voyez ici sur ces bassins, avec un bassin très dérisoire à la naissance, cartilagineux, qui s'ossifiait à l'âge de 5 ans pour avoir cette dimension considérable à maturité squelettique. Donc les changements de volume sont progressifs, insidieux, lents, graduels, mais tenaces. La taille assise reflète bien évidemment la croissance du rachis. L'enfant gagne 12 cm de taille assise la première année de la vie. Il va gagner 30 cm, 28 à 30 cm les 5 premières années de la vie. C'est-à-dire qu'il va gagner autant que pendant les autres années. Et cette croissance ralentit après l'âge de 5 ans sous la forme de 2,3 cm par an avant d'avoir un rebond pubertaire, dernier cap critique pour les scolioses. Comme vous le voyez ici, la taille assise a atteint à l'âge de 1 an 53% de sa taille définitive et à l'âge de 5 ans déjà 70% de sa taille définitive. C'est dire que les 5 premières années, sur le plan stratégique, lorsqu'on est confronté à une scoliose malformative, sont décisives dans les stratégies. Le poids fait partie de la croissance. Il joue son rôle, car la plupart des enfants porteurs de scoliose ont une hypotrophie staturopondérale. À la naissance, on pèse 3,5 kg, à 5 ans 20 kg, à 10 ans 30 kg, et le poids double pendant la puberté. Le gain pondéral en général chaque année est d'environ de 2,5 kg par an, et ce poids qui est assez linéaire va doubler à la puberté, puisque l'on gagne 5 kg par an. La puberté se matérialise par une prise de poids très importante. Il ne faut pas oublier la croissance du poumon. Comme vous le voyez, 85% des alvéoles se développent à la naissance, 20 millions d'alvéoles à la naissance pour 300 millions d'alvéoles à 5 ans. Là aussi, nouvelle période critique. Après l'âge de 5 ans, les alvéoles ainsi constituées sur le plan quantitatif grandiront simplement en taille. C'est dire que dans cette course de vitesse qui s'annonce entre la scoliose grave des premières années de la vie et la croissance du poumon, il faut essayer de sauver d'abord le développement pubertaire.
Le thorax, je vous disais, fait partie du rachis. À la naissance, il ne représente que 6% du volume. À 5 ans, seulement 30%. À 10 ans, 50%. Le volume du thorax double à la puberté. C'est de loin, pendant la puberté, de toutes les croissances la plus forte, croissance volumétrique. Il va falloir profiter de ce vent favorable lorsque l'on traite une scoliose pour pouvoir la corriger et aussi faciliter le développement thoracique. Vous voyez, le périmètre thoracique mesure, bien sûr, accessible, prend 24 cm la 5 premières années de la vie, seulement 9 cm entre 5 et 10 ans et 23 cm à la puberté. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que tous les paramètres ne progressent pas de la même façon. À l'âge de 5 ans, le poids n'a atteint que 26% de sa taille définitive. La taille assise a atteint déjà plus de 66%, tandis que le thorax n'a atteint que 30%. Vous voyez, ces indicateurs ne sont pas en phase, ils sont décalés tout en étant interdépendants. Ainsi donc, lorsque l'on est confronté à une scoliose infantile grave, il se produit un effet domino avec un effet en cascade. La croissance vertébrale est altérée, puis après l'altération de la croissance vertébrale, le thorax se déforme, et puis après la déformation du thorax, l'insuffisance pulmonaire s'installe, l'insuffisance cardiaque s'installe. Voilà les effets d'une compression par vertèbre grave d'incarcération dans le thorax. Le professeur Campbell a montré qu'il fallait, lorsqu'on était confronté à une scoliose massive congénitale, ouvrir le thorax. Et Jean Dubousset a bien montré la pénétration rachidienne de la vertèbre dans le thorax qui finalement crée les conditions d'une scoliose extrêmement grave. Alors le professeur Campbell a imaginé pour ces scolioses malformatives d'ouvrir le thorax comme dans un effet parasol pour permettre le développement des alvéoles. Nous avons nous-mêmes fait une expérimentation chez le lapin avec le professeur Canavez et réaliser une arthrodèse précoce de la colonne vertébrale. Cette arthrodèse précoce de la colonne vertébrale entraîne bien sûr une diminution du volume du thorax, bloque la croissance pulmonaire. C'est-à-dire que confronté à une scoliose grave, il faut éviter de bloquer le rachis, éviter de faire une arthrodèse précoce, comme on pouvait autrefois le proposer. Et les travaux internationaux n'ont fait que conforter cette conclusion. Une arthrodèse précoce réduit le diamètre antéro-postérieur du thorax, bloque la croissance pulmonaire. L'arthrodèse est nocive, elle contribue à aggraver l'insuffisance respiratoire. Alors, devant ces scolioses extrêmement graves, on a décidé de passer d'une stratégie défensive composée de plâtre ou de corset à une stratégie d'adaptation offensive. Et on a décidé d'ouvrir le thorax, de déplisser la colonne vertébrale par des appareils en distraction qui nécessitent souvent des interventions répétitives. Il y a en France, cependant, un ingénieur très créatif qui a imaginé une distraction grâce à un champ magnétique, ce qui a diminué les interventions chirurgicales itératives. Mais aucun matériel n'est en mesure de contrôler dans les 3 plans de l'espace le rachis, aucun matériel n'est en mesure de contrôler l'effet Vilebrequin, c'est-à-dire les cartilages de croissance dans les 3 plans de l'espace. On a ensuite imaginé des agrafes, on a imaginé des agrafes sur la convexité de la courbure, on a même imaginé de mettre en place des vis dans le cartilage neurocentral. Ces appareils sont certes relativement efficaces, mais ils ne peuvent pas espérer contrôler la déformation tridimensionnelle. Il faut attendre la puberté, virage dangereux, accélération de la vitesse de croissance. Le gain de taille assise est d'environ 12 cm chez la fille, d'environ 13 cm chez le garçon. La courbure progresse de façon inéluctable si vous ne la traitez pas.
la puberté va donner un coup d'accélérateur à la déformation pour en arriver à des déviations extrêmement graves et grotesques. La puberté est en réalité la juxtaposition de 3 secousses sismiques. On grandit d'abord des pieds, puis on grandit du thorax, et enfin on grandit en volume, on grandit du tronc, et enfin on grandit du thorax. Donc ce sont ces 3 séquences qu'il faut épouser dans l'organisation stratégique et ne pas se tromper du bon moment pour pouvoir traiter, casser, net l'évolution de la scoliose. Ce que l'on sait, c'est que la scoliose qui atteint 30 degrés en début de puberté a de fortes chances de devenir chirurgicale et elle a un potentiel évolutif considérable sous l'effet du développement du tronc et du développement du thorax. Il faut donc anticiper, agir tôt, et on peut considérer que toute scoliose qui prend 1 degré par mois pendant la puberté est une scoliose grave. Il faut savoir la traiter et la corriger complètement. Voilà par exemple un exemple d'une scoliose extrêmement grave traitée en tout début de puberté, et pour contrôler les fils vilebrequins, nous avions choisi d'agir par voie antérieure afin de neutraliser aussi les plaques de croissance et de rectifier complètement le rachis. Quelles sont les perspectives? J'insiste sur cette interaction entre le rachis, le thorax et les poumons. Comprendre que le complexe vertèbre, côte, poumon est un tout, qu'il est élastique au départ et que sous l'effet de la scoliose, il devient rigide. Qu'est-ce qu'on peut espérer? Préserver au maximum la longueur du rachis et sa mobilité, sauver la fonction respiratoire, éviter la déformation du thorax. Qu'est-ce qu'il faut espérer au minimum? Diminuer, bien entendu, les chirurgies successives, ne pas faire de ce malade un bout à bout chirurgical, un malade à temps plein, éviter les complications car la morbidité est très élevée, et surtout les hospitalisations répétées. L'histoire va dans le bon sens. Les hospitalisations diminuent, les complications diminuent, mais la morbidité reste préoccupante. Les grandes équipes qui s'occupent de ces enfants porteurs de scoliose grave sévère sont de l'ordre de 23 participants quand on prend en compte aussi bien l'assistante sociale que le kinésithérapeute, que le réanimateur, que le spécialiste de pneumologie, que le neurologue, que le chirurgien, que les anesthésistes, etc. C'est-à-dire que ça a un coût élevé. Vous voyez, lorsque vous naissez avec une scoliose congénitale et que la déformation s'aggrave, avec le temps, l'écart se creuse par rapport à une courbe normale. Et en fin de croissance, cet écart est important, mais le vieillissement de ce rachis sera plus précoce, avec une capacité vitale qui va diminuer d'année en année, avec un thorax qui va se rigidifier, avec des bronchopneumopathies qui vont apparaître et avec une durée de vie qui va singulièrement diminuer. Ce qu'il faut, c'est casser ce cercle, cet enchaînement infernal, et comprendre que toute croissance anormale crée une autre croissance anormale, que tout déficit crée un autre déficit, et qu'il faut prendre en compte une stratégie qui intéresse toute la durée de vie et se poser toujours 3 questions. Pour quel bénéfice fonctionnel? Pour quelle morbidité? Pour quelle qualité de vie? Il faut essayer d'obtenir en fin de croissance un poids de 40 kg, car pour déclencher une puberté, une vraie puberté, il faut un poids de 40 kg. Il faut un segment thoracique de 22 cm de longueur, car un segment thoracique de 22 cm de longueur préserve d'une insuffisance respiratoire. Et il faut essayer d'obtenir en fin de croissance une capacité vitale de 50%. Comme vous voyez, la scoliose infantile grave n'est pas une affection orthopédique, mais bien une affection pédiatrique compte tenu de tous les processus adjacents. Il ne faut pas se crisper sur les radiographies, il faut simplement surveiller sur le plan pédiatrique cet enfant et se dire, est-ce qu'il grandit? Est-ce qu'il suit sa courbe de croissance? Est-ce qu'il prend du poids? Est-ce que son état respiratoire s'améliore? Comment a-t-il passé l'hiver? Merci. Raphaël, tu es le discutant d'Alain. Tu vas
donner ton point de vue sur toutes les belles choses qu'il nous a dit. Et ensuite, la salle posera des questions. Alors, merci Alain, parce que effectivement, tu nous as présenté un tableau absolument magnifique sur la scoliose, plus particulièrement les scolioses sévères qui s'aggravent tout au long de la croissance. Alors, en tant que discutant, Jean m'avait dit, si tu as quelques images à montrer qui pourraient être complémentaires sur des points de détail un petit peu différents, je vais vous les montrer avant d'ouvrir la discussion générale. J'ai choisi justement un complément sur les scolioses mineures de l'adolescent. Comment détecter rapidement une scoliose chez un adolescent. Seringe, voilà. La méthode que je préconise, c'est pas de se mettre derrière l'enfant, parce que l'expérience montre que l'adolescent se retourne pour voir ce que vous faites, donc il vaut mieux se mettre devant et regarder en flexion antérieure du tronc de façon tangentielle. On voit se dérouler toute la colonne vertébrale, dorsale, dorso-lombaire, lombaire, et même en allant un peu plus bas, alors voilà ce qu'on voit, on peut voir des gibbosités, vous voyez, relativement modérées là-haut. Et lorsqu'on les mesure environ 1 cm, on considère qu'on entre déjà dans la scoliose, qui pose un problème très sérieux. Il faut faire des radios, l'envoyer consulter un orthopédiste pédiatre et mettre en route un traitement. Voilà, ça donne déjà une petite limite dans ces scolioses modérées, alors que les scolioses sévères sont diagnostiques évidents. Si on va un peu plus loin dans la flexion antérieure du tronc, on voit le pelvis de l'enfant, vous voyez ? Eh bien, on peut voir ce qu'on appelle une pseudo-gibbosité pelvienne, qui ne correspond pas du tout à une scoliose, ça correspond tout simplement, si on se met tangentiel à une ligne qu'il y aurait au sol, vous voyez, pour éviter d'avoir un niveau haut dans sa poche, eh bien on voit qu'on a ici une pseudo-gibbosité qui correspond à une inégalité de longueur des membres inférieurs. Donc c'est une façon aussi de détecter les inégalités de longueur des membres inférieurs qui est très précise. On met une planchette, on réhorizontalise le bassin, et c'est la même manœuvre que pour la recherche de la gibbosité. Flexion antérieure du tronc, ça prend quelques instants, planchette, etc. Alors vous allez me dire, mais quand un enfant est un peu jeune, qui ne tient pas en place, avec les jambes qui gesticulent, ou quand un nourrisson ne tient pas debout, par définition, ou quand un enfant paralytique ne tient pas debout non plus, il faut trouver une autre méthode. Alors c'est la méthode en position assise. Position assise, avec toujours en flexion antérieure du tronc, et on balaye en 2-3 secondes, tangentiellement, le dos de cet enfant. On fait des diagnostics extrêmement rapides. Alors on peut le faire encore plus rapidement sans déshabiller l'enfant, puisque les vêtements se moulent parfaitement sur le dos lorsque l'on est en flexion antérieure du tronc. Et c'est intéressant quand on fait une consultation, parce qu'on peut examiner la fratrie très rapidement, on peut même examiner les parents. La mère nous dit « Oh là là, mais moi aussi j'ai une scoliose, oh là là, j'ai fait 500 séances de rééducation ». Alors vous demandez à la mère, en restant assise, de se pencher en avant. On voit tout de suite si elle a une vraie scoliose avec une gibbosité ou si elle a une fausse scoliose, qui est le cas 9 fois sur 10, elle n'a pas du tout de gibbosité. Alors bien sûr, si on trouve une gibbosité, on déshabille l'enfant, on continue. La deuxième chose que je voulais vous montrer, c'était quelque chose en rapport avec la distance main-sol, parce que en interviewant les externes depuis une quinzaine d'années, je m'aperçois qu'on leur apprend que la distance main-sol est le reflet exclusif de la mobilité du rachis. Le rachis est raide si la distance main-sol est grande, le rachis est souple dans le cas inverse. Alors c'est complètement faux, bien entendu, puisque s'il y a des éléments qui entrent en ligne de compte, c'est la mobilité de la hanche en flexion, bien sûr, et surtout la longueur des ischio-jambiers. Et vous voyez ici cette jeune fille qui met main à plat au sol, c'est dû à quoi ? C'est familial, c'est génétique, c'est constitutionnel. Elle a une longueur des ischio-jambiers excessive par rapport à la moyenne nationale. Donc je pense qu'il y a des morphotypes de longueur musculaire. Il y a des individus à ischio-jambiers relativement courts, dont les mains restent à 50 cm du sol, et ça sera comme ça toute leur vie, même après des centaines de séances d'étirement. Et puis il y a les autres qui ont des ischio-jambiers longs. La mobilité du rachis, ça n'est donc pas la distance main-sol, c'est la flexion-extension du rachis dans le plan sagittal. On voit bien le dos rond là, de ces adolescents, et quand ils se redressent debout, ils se mettent en lordose, donc ça c'est bon.
On étudie, puisque Jean Dubousset nous l'a appris, c'est le 3D. Donc la mobilité du rachis est dans un espace à 3 dimensions. Il ne faut pas oublier le plan horizontal. Rotation droite, rotation gauche, que ce soit en passif ou en actif. Et puis, bien entendu, les inclinaisons latérales, droite et gauche. Et chez cet enfant, on voit bien qu'il a une raideur rachidienne vraie. Normalement, son rachis doit former une courbe latérale lorsqu'il s'incline à droite ou à gauche. Voilà, ce sont les dernières images que je voulais vous montrer avant d'ouvrir la discussion sur la conférence d'Alain Di Meglio. Donc, à vous la parole, mesdames, messieurs. Deux questions. La première, est-ce qu'il y a déjà des nouveau-nés qui naissent avec une scoliose ou est-ce qu'il y a des scolioses chez le fœtus, comme pour les pieds-beaux par exemple? Et deuxième question, est-ce qu'on sait pourquoi se produit cette scoliose? Alors je vais répondre à vos deux questions. La première, il existe effectivement des enfants qui naissent avec une scoliose parce que depuis le 3e mois de la vie intra-utérine, au moment où commence l'ossification, la maquette cartilagineuse est déjà anormale puisque dans l'embryologie du rachis, les vertèbres ont été mal segmentées, elles sont donc anormales. L'ossification s'imprime sur cette maquette cartilagineuse et l'enfant peut naître avec une scoliose majeure à la naissance congénitale. Deuxième point, c'est que les causes des scolioses sont multiples, puisque vous voyez que la scoliose congénitale en soi a une explication. La scoliose idiopathique, nous sommes toujours à la recherche d'une explication claire partagée par tous. Donc il y a un spectre qui est très large dans l'installation des scolioses. Il en existe dans les syndromes des enfants qui naissent. Par exemple, le trisomique 21 a un risque scoliosique plus élevé qu'un enfant qui n'a pas d'anomalie chromosomique. Il en est dans le Marfan. Donc les syndromes et les pathologies neuromusculaires, bien sûr, en particulier les enfants qui naissent avec des grandes pluralysies néonatales, comme le Wernicke-Hoffmann, par exemple. Mais peut-être que Dubousset peut donner un complément d'information sur ces deux questions. Oh non, tu as résumé la question tout à fait bien. On s'oriente quand même dans la sclérose idiopathique vers une origine neurologique centrale. Les travaux actuels sont tournés vers la relation entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Mais on en est c'est ce qui se passe à l'Institut de France, à la Fondation Yves Cotterell, qui est tourné entièrement sur ce sujet de la pathogénie, de l'étiologie de la sclérose idiopathique, mais on n'a pas encore de réponse absolue à vous donner, comme vous l'a dit Alain. D'autres questions? Jean-Alexandre. Il faut féliciter notre secrétaire général pour sa promptitude à courir. Mais avant de poser la question, je voudrais féliciter les orateurs qui nous ont fait un tableau remarquable, très synoptique de cette croissance chez l'enfant. Ma question est la suivante. Quel est le possible rôle du développement ou du non-développement du poumon dans le développement de cette déformation? Pourquoi je pose la question? Parce que dans les années 65, mon maître Delmas m'avait donné un travail sur l'anencéphalie. Et j'avais fait 2 travaux enfants, en fait. Celui de la recherche de la taille de l'anencéphale. J'avais récolté tous les anencéphales des services de gynécologie de Paris. Et puis deuxièmement, quelle était la cause du non-développement de la voûte crânienne? Et en fait, la conclusion était que le développement de la voûte crânienne ainsi que de la cavité orbitaire était fonction de l'organe qui était dedans. Et donc, pas de cerveau, pas de voûte crânienne, par contre, gros œil, grosse cavité orbitaire. Non, là, je peux répondre facilement à votre question parce que je pense que c'est la déformation thoracique en soi créée par la scoliose initialement qui crée des conditions mécaniques qui empêchent le poumon de se développer. Au départ,
le poumon est normal. Et donc, c'est pour ça que Campbell a imaginé qu'il fallait ouvrir le thorax, comme on ouvre un parasol, pour permettre ce développement thoracique. Mais je pense que la question, c'était en cas d'agénésie pulmonaire, quel est le développement du thorax et de la colonne vertébrale, c'est ça? On ne sait pas. Ça existe, l'agénésie pulmonaire. Qu'est-ce que ça donne? Alors ça donne, Jean Dubousset peut-être le confirmera, sur un rachis en croissance, des déformations et avec un potentiel de scoliose élevé. On le voit par exemple lorsque l'on fait des thoracotomies, lorsqu'on agresse cet arc qui s'appelle vertèbre côte poumon. Il y a cette interrelation, dès qu'elle est brouillée, elle peut créer les conditions d'un circuit en sens inverse. C'est-à-dire entraîner la déformation du thorax qui est hypoplasique et le thorax lui-même hypoplasique créer les conditions éventuellement d'une scoliose. Merci bien, mais il faut que l'on avance parce que vous avez vu, le programme est chargé. J'ai réuni un panel exceptionnel, comme vous pouvez le savoir, parmi les orateurs. Et je vais donc passer la parole maintenant à Jean-Paul Steib, qui va nous parler des traumatismes rachidiens avec troubles neurologiques. Et c'est un point essentiel, car je me bats depuis 2005, n'est-ce pas, Jean-Marc, à l'Académie, pour que l'on prenne ce problème en charge au sens ministériel, et jusqu'à présent, j'ai obtenu que des refus, quels que soient les ministres.